a l'ambassadrice Wafa Bassim. Vous êtes ancienne assistante du ministre des Affaires étrangères. Bonsoir. Bonsoir, et j'aimerais vraiment vous féliciter pour un rapport compréhensif que vous venez de présenter aux téléspectateurs. Merci beaucoup. Alors, expliquez-nous la situation en Syrie actuellement. Vraiment, on peut résumer la situation en Syrie en ce moment comme une situation extrêmement fluide, extrêmement pleine de confusion et qui manque beaucoup de clarté. C'est une phase transitionnelle, mais aussi très délicate dans l'histoire de la Syrie. Disons, c'est un moment où il y a beaucoup de scepticisme. Il y a on disait qu'on respire un peu mieux, certains Syriens, presque tous, du départ ou de la suite d'un régime oppressif, autoritaire, comme on l'a dit, et qui a fait souffrir beaucoup des milliers de Syriens, mais aussi c'est un moment où on ne sait vraiment pas si la guerre interne, le conflit interne syrien a un espoir de voir cette phase sanglante se terminer. On dirait là qu'on est en train de, je dirais pas plusieurs mais de plusieurs autorités, on peut déjà en compter le nouveau régime ou la nouvelle autorité temporaire, comme eux, ils s'appellent eux-mêmes une autorité temporaire jusqu'à la mise en œuvre d'un processus démocratique compréhensif global. Il y a la partie ou la zone du nord qui est, on ne sait vraiment pas si c'est la Turquie ou c'est qui au juste qui contrôle. Il y a des parties qui sont encore sous l'égide des Kurdes et donc c'est pas très clair qu'est-ce qui se passe. Exactement. Aussi, il y a la reprise des attaques israéliennes contre la Syrie. On a vu une occupation du Golan, malgré une annulation de la part d'Israël des accords de 1974. Nous voyons même des attaques qui vont maintenant contre des buts civils, des buts stratégiques au cœur du pays. Ils sont arrivés à Damas, ils ont détruit les grandes archives et les installations scientifiques de la Syrie qui se trouvaient à Damas. Et il y a des attaques, des raids aériens tous les quelques jours. Ça n'arrête pas encore. Oui. Comme nous le voyons, il y a aussi cette avalanche de visites régionales, internationales, qui est en train ou aller à Damas ou des délégations de la nouvelle autorité transitionnelle qui partent de Damas vers les pays de voisinage. Nous avons vu le ministre, ou disons le aide intérim des Affaires étrangères
Syrien, M. El-Shaibani, aller à Qatar. Il est allé à Riyad. Au Qatar. Il y a un mouvement très rapide de toutes sortes, de toutes couleurs, de tous les pays. Nous avons vu les Européens, par exemple, la France et l'Allemagne, leurs ministres d'Affaires étrangères, qui ont fait une visite éclair à Damas, en disant qu'ils représentaient l'Union européenne et qu'ils étaient venus pour tâter le pouls, mais aussi pour prendre note de la réalité de la situation à Damas. Ouais. Et pour les voir... déclarations qui sont sorties, disons, sont pleines de précautions, je ne dirais même pas optimistes, mais ces déclarations aussi non plus ne sont pas pessimistes. Oui. Ce sont des déclarations où il y a beaucoup de conditionnalités pour que l'Union européenne prenne une décision pour comment traiter avec Damas dans cette partie, dans ce moment transitionnel-là. Oui. Là, vous avez mentionné un point très important, tel que la situation est confuse, surtout qu'il y a des bombardements de part et d'autre, ou bien des conflits. Là, le chef de l'autorité actuelle, Ahmad al-Shara, a déclaré qu'il a demandé aux groupes armés de déposer leurs armes et de s'ingérer dans l'armée syrienne. Est-ce que c'est faisable, à votre avis ? Tout dépend, parce que les factions ne sont pas toutes de la même, disons, du même courant. Oui. Ils ne sont pas tous représentants des mêmes, ce que je dirais, idéologies, mais disons des mêmes croyances politiques, des mêmes partis politiques, même sur le plan ethnique ou religieux, ils ne sont pas tous dans le même courant. Oui. Or, pour qu'il y ait une série crédible, qui puisse avancer, qui puisse garder son intégrité, l'union de ces populations, il faut vraiment trouver un moyen pour intégrer ces factions facilement. Or, ça n'a pas l'air, puisque vous avez des déclarations de départ des Kurdes, de départ de la Syrie démocratique, des forces démocratiques de Syrie. Vous avez aussi l'administration qui dit l'administration nationale militaire maintenant de M. Elkal. Vous avez plusieurs factions. Aussi, il y a des questions qu'on se pose. Qu'est-ce qu'on va faire avec les milices qui appartiennent à d'autres pays ou à d'autres États et qui combattaient en Syrie comme partie d'une faction ou de l'autre? Qu'est-ce qu'on va faire avec les organisations qui sont classifiées comme organisation terroriste? Qu'est-ce qu'on va faire avec les armes qu'on peut dépister, mais d'autres où on ne sait pas vraiment, elles sont dans les mêmes outils. C'est pas très très clair. Oui. Alors, c'est vraiment un grand effort sur le plan militaire, sur le plan armement, mais c'est surtout sur le plan politique. Bien à sûr. quel point les factions ont une volonté politique de déposer leurs armes et de s'intégrer dans une armée Nationale. disons, nationale, si on peut appeler une armée qu'on espère bien. Or, c'est le grand espoir de l'Égypte qu'elle a
estimé que cet espoir de reprendre l'ordre le plus rapidement possible, l'union et l'intégration du peuple syrien, éviter la fragmentation de ce grand pays, cette grande civilisation, un grand pays arabe avec qui l'Égypte a toujours eu des relations très étroites. On a peur de l'unité de ce pays, on a peur, on a une inquiétude de sa fragmentation et même ils prennent trop de temps pour devenir un État crédible et faisable. Ce qui est très important pour l'Égypte maintenant, c'est de tendre la main, tout d'abord à travers l'aide humanitaire, répondre aux besoins, comme l'a dit votre rapport, de refuge, d'aide alimentaire, d'aide de protection pour les familles, surtout de médicaments aussi, surtout avec l'arrivée des grands froids de l'hiver. Oui, bien sûr. D'autre part, l'Égypte continue à appuyer le peuple syrien, que ce soit celui qui est sur le territoire syrien ou ceux qui vivent en Égypte côte à côte avec leurs frères égyptiens et qui profitent de tous les services égyptiens sur tous les plans, considérés comme frères, comme hôtes, que ça nous fait toujours accourir sur qui nous accourons toujours pour leur épargner la plus grande partie de leur souffrance et de leurs inquiétudes. Oui. Une dernière question, c'est concernant la déclaration de notre ambassadeur en Syrie, monsieur l'ambassadeur Oussama Khedri, qui a dit c'est la première aide, ou bien avion et aide humanitaire égyptienne vers la Syrie, mais ça sera la dernière. Est-ce qu'on s'attend à un afflux d'aide humanitaire vers la Syrie? Je le pense bien, parce que déjà c'est une aide qui vient du peuple égyptien au peuple syrien. Oui. C'est une main tendue sans condition. Oui, bien sûr. L'Égypte est, je dirais, un des très peu pays de la région qui n'a pas eu de conflit avec la Syrie depuis des dizaines d'années, même pas du tout, puisque nous avons combattu ensemble en 1973, oui. mais disons, on n'a jamais nuit ou levé l'arme ou entré en conflit avec la Syrie. Oui. Ils sont toujours nos frères, nos compatriotes arabes sur le plan arabe. Donc aussi cette aide est présentée de la part du Croissant Rouge égyptien au Croissant Rouge syrien. Oui. Et je ne vois pas de raison pour laquelle que ça s'arrête. Là ne continuera pas à affluer et même à augmenter. Je vous remercie beaucoup, Madame l'ambassadrice Wafa Bassim. Je rappelle que vous êtes ancienne assistante du ministre des Affaires étrangères. Vous avez donné de très bonnes explications et éclaircissements de la situation en Syrie et bien sûr les relations égypto-syriennes, non seulement aujourd'hui, mais durant les dernières décennies. Je passe à un autre sujet. Il s'agit d'un premier groupe de 40 passagers qui avaient quitté l'Égypte dimanche 29 décembre, toujours à travers le port maritime de Nouéba. Un premier groupe de Syriens de 40 passagers avait quitté l'Égypte dimanche 29 décembre également par le même port de Nouéba.